Notre deuxième intervenant, Daniel Levy, est le président du projet Moyen-Orient des États-Unis. Cette organisation à but non lucratif se concentre sur la question palestino-israélienne, ainsi que sur les conflits régionaux, les tendances et la géopolitique. Il a précédemment servi en tant que directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères. Avant cela, il était chercheur principal et directeur du groupe de travail sur le Moyen-Orient à la New America Foundation à Washington, D.C. Levy a également été conseiller principal au bureau du Premier ministre israélien et auprès du ministre de la Justice pendant le gouvernement d'Ehud Barak. Il faisait partie de la délégation officielle israélienne aux pourparlers de paix Israël-Palestine à Taba sous Barak et à Oslo B sous Yitzhak Rabin. Récemment, il a offert des commentaires précieux sur la situation en Israël. Daniel devra partir tôt, donc nous ne l'aurons pas pour une session de questions-réponses. Cependant, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous maintenant et je lui cède volontiers la parole. Merci. Alors, merci Mick, merci Manu, Claire et Marc, les organisateurs, et merci Francesca, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui ont pris votre mardi soir pour assister à cela. Étant donné ce que Francesca a couvert, je ne vais pas parler de ce qui se passe immédiatement sur le terrain et des implications pour le droit international, puisque Francesca a couvert ces choses. Je dirais que le jour où j'ai passé à écouter la présentation sud-africaine à la Cour internationale de justice sur les violations potentielles de la Convention sur le génocide, qui a conduit aux mesures provisoires et à l'avancement de l'affaire, a été l'un des jours les plus tristes que j'ai personnellement vécu. Pensez qu'un État commet ces crimes et essaie de saper ces conventions, surtout compte tenu du contexte dans lequel la Convention sur le génocide a été créée, m'a rempli de désespoir. Et Francesca, lire votre rapport sur l'anatomie d'un génocide m'a ramené exactement dans le même état d'esprit. Maintenant, ce que je pensais faire, c'est partager 5 observations avec vous sur où nous en sommes, et puis juste faire presque une liste de courses de quelques réflexions que j'ai notées, étant donné l'espace dans lequel vous êtes et les implications politiques potentielles. Et permettez-moi de commencer par dire que l'idée de comment on pourrait empêcher une récurrence de ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas seulement une question légitime à poser, c'est une question nécessaire à poser. Cependant, si je devais répondre à cette question, le rôle que joue le démantèlement du Hamas dans la réponse, et même la question de la manière dont Israël s'est déployé le 6 octobre, sont secondaires. Nous devons considérer le poids accordé au rôle de la force de défense israélienne versus le rôle de la force d'avancement et de protection des colons israéliens. Mais plus critique encore est d'aborder la question de comment nous en sommes arrivés là. Sans comprendre cela, il est impossible de saisir pleinement pourquoi un peuple à qui l'on a nié ses droits et libertés les plus fondamentaux, un peuple à qui l'on a refusé un recours pour des décennies d'indignité, de violation du droit international et d'occupation, se trouve dans sa situation actuelle. Cela inclut de questionner pourquoi la majorité des Palestiniens à Gaza sont des réfugiés, non seulement de leurs déplacements récents à Rafah et ailleurs, mais aussi de la période de 1947 à 1949. Ignorer les causes profondes ne permet pas de répondre sérieusement aux préoccupations sécuritaires des Juifs israéliens. Pourtant, discuter de ces causes profondes est devenu presque tabou dans de nombreux cercles politiques au cours des 6 derniers mois. Deuxièmement, j'exhorte les gens à réfléchir profondément à l'impact de l'impunité que Francesca a abordé. Je partagerai mon expérience d'Israël pour illustrer comment l'impunité a influencé les choix et les calculs politiques des Israéliens et de leur classe politique. On ne peut dissocier l'absence de responsabilité du chemin vers un extrémisme toujours plus grand en Israël, menant à un gouvernement avec Ben Gvir et Smotrich.
Ces individus ne se contentent pas de nier les accusations d'apartheid. Ils portent l'éradication, le déplacement et l'apartheid comme des insignes de fierté. Pourtant, cela a été normalisé. Aucun pays n'a rompu les relations parce que ces personnes font partie du gouvernement. Personne n'a fondamentalement réévalué ses relations avec Israël. Ainsi, l'impunité a été une complice de l'extrémisme, contribuant de manière significative à l'arrogance et à l'hubris qui ont joué un rôle majeur dans les événements du 7 octobre. Je tiens à préciser que je ne me soucie pas moins de la sécurité des Israéliens juifs et de la sécurité de la communauté juive dans son ensemble que ceux qui prétendent soutenir les actions d'Israël pour le bien de ma communauté. Nous devons nous demander si cette approche fonctionne. Le projet sioniste remplit-il sa promesse d'être le meilleur garant du bien-être juif à l'échelle mondiale? Cette question se pose que nous examinions les problèmes étroits de sécurité, l'équilibre des forces, ce que les actions d'Israël aujourd'hui sont susceptibles de créer en termes de générations remplies de résistance, de colère, de désespoir et d'un désir de vengeance. Ou si nous adoptons un point de vue plus large à partir de l'ensemble de l'histoire à ce jour. Si ce projet repose sur l'idée de vivre éternellement par l'épée, alors quelque chose ne va fondamentalement pas avec le projet. C'est une conversation qui doit avoir lieu, principalement avec les amis israéliens et juifs, mais pas seulement avec eux. Sûrement, il doit y avoir une meilleure manière de garantir un avenir plus sûr, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Juifs. Malheureusement, les institutions communautaires juives ne se sont pas distinguées dans leur gestion de ces problèmes au cours des 6 derniers mois, ou même avant cela. Cependant, il y avait un grand rabbin au Royaume-Uni, Lord Emanuel Jacobowitz, quand j'étais jeune. Il a dit une fois que s'il ne croyait pas qu'Israël pouvait vivre en paix avec ses voisins et pensait qu'Israël devait être en guerre, alors tout le projet serait une erreur. Je pense que c'est une leçon importante. Concernant l'accusation d'antisémitisme qui t'a été injustement dirigée, Francesca, si nous lançons de telles accusations de manière négligente, non sérieuse et infondée, c'est une manière dangereuse de rendre le problème lui-même sans signification. Enfin, il y a beaucoup de discussions sur le jour d'après. Que peut-on faire? Ma contribution à cette discussion est de dire que ceux qui insistent maintenant pour qu'il soit temps de revenir au processus de paix et de relancer l'effort pour 2 États ne sont pas sérieux. Ils n'abordent pas les problèmes fondamentaux. Les éléments constitutifs incluent ce que j'ai mentionné concernant l'impunité israélienne. Ils impliquent également de permettre aux Palestiniens de choisir leurs propres dirigeants, plutôt que d'essayer de leur imposer ceux qui sont perçus comme illégitimes et complices par le peuple palestinien. Tenter de relancer le même processus de paix maintenant est essentiellement une tentative de retourner à Hawaï et de refaire geler une réalité qui a été crédiblement décrite comme une réalité d'apartheid. Cette description ne vient pas seulement des principales organisations de droits de l'homme, auxquelles nous prêtons attention quand cela nous arrange et que nous ignorons quand ce n'est pas le cas, mais aussi de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, cité par 25 différents États et groupements régionaux dans leur présentation orale. Cette idée que nous allons maintenant passer des années à parler des efforts de reconstruction à Gaza, qui a été dévasté, est mal avisée. Nous ne devrions pas nous détourner vers une conversation le jour d'après, sans signification. Nous sommes loin du jour d'après. Cela sert souvent de distraction, une manière d'échapper à l'urgence d'un cessez-le-feu maintenant, incluant la très réelle menace d'un conflit régional plus large. Ma dernière observation concerne l'erreur flagrante de l'Europe. Ce n'était pas exactement une nouvelle que l'hypocrisie et les doubles standards existent dans le monde. Cependant, quand c'est si transparent, quand l'empereur est si nu sur la place publique, après avoir passé près d'1 an et demi sur un perchoir moralisateur, parlant de l'état de droit, du droit international, des valeurs
et du Sud global et des puissances de niveau moyen, c'est particulièrement choquant. Assurément, vous devez vous joindre à nous sur cette question de la Russie-Ukraine. Et puis vous avez échoué de manière si spectaculaire. Je ne parle pas bien sûr de ceux qui n'ont pas échoué à ce test, mais en tant qu'ensemble d'institutions et d'États, vous avez échoué de manière si spectaculaire lorsque le test est venu avec votre propre allié. C'est à vous de choisir qui sont vos présidents de commission. Mais s'il y a un symbole de cet échec, c'est bien la personne d'Ursula von der Leyen, qui sera, je pense, certainement retenue dans une grande partie du monde pour sa complicité et son soutien à ces crimes atroces. Je veux juste, si je peux, peut-être juste lancer télégraphiquement, et je ne m'attarderai pas sur chacun d'eux, quelques spécificités. Tout d'abord, était-ce vraiment le moment, en novembre, de créer un fonds spécial, d'essayer de le faire secrètement, en passant, pour soutenir la normalisation des accords d'Abraham? Je ne suggère pas que toute la faute incombe à l'Europe. Les États-Unis ont leur part du lion, et il y a des États dans la région qui doivent se regarder longuement dans le miroir. Mais ces accords de normalisation, tant glorifiés dans une grande partie de l'Occident, faisaient partie de cette marginalisation et de cette leçon à Israël que vous pouvez vous en sortir avec n'importe quoi dans la marginalisation de la question palestinienne. Alors, que diable faites-vous en créant un fonds pour cela? Deuxièmement, allez-vous vraiment encore avoir un vote et discuter des manuels scolaires palestiniens et donner crédit à cette idée du côté israélien propagée par Benjamin Netanyahou que la déradicalisation est un prérequis pour la reconstruction de Gaza? C'est ce qu'il dit. L'incitation est un problème. Mais avez-vous suivi ce qui s'est passé à la CIJ? L'une des mesures provisoires était de mettre fin à l'incitation au génocide de haut en bas, de gauche à droite, partout, en commençant par le président. Ensuite, comme l'a dit Francesca, World Central Kitchen ne devrait pas être là. Je suis content de voir que le financement a été repris pour l'UNRWA. Mais arrêtons de prétendre qu'il existe des alternatives et soutenons pleinement ceux qui peuvent fournir cela. Ensuite, si vous ne prenez pas la CIJ au sérieux sur ce point, alors pourquoi quelqu'un prendrait-il au sérieux vos avertissements de suivre la CIJ ou le droit international sur quoi que ce soit d'autre? Ensuite, je ne sais pas si une nouvelle installation pour les armements européens va être créée. Mais je dirais que vous devriez être très prudent quant à qui vous fournissez cela. Je sais qu'Israël n'est pas sur cette liste, mais nous avons également constaté l'absence remarquable, dans la plupart des espaces, de mettre fin au transfert d'armes vers Israël. Ensuite, dans quelles conditions l'accord d'association et les conseils d'association se tiendront-ils à l'avenir avec Israël? Ensuite, je ne sais pas si les gens ont vu ce rapport, mais je le recommande vivement. Il est dans 972 Magazine, un site web d'actualité israélien, sur l'utilisation de la technologie de l'IA et particulièrement d'un programme appelé Lavender, comme l'une des manières d'utiliser des drones et de cibler de la manière la plus large, permettant les victimes civiles palestiniennes. Alors que vous vous trouvez de plus en plus confronté à des réglementations autour de l'IA, rappelez-vous que le futur dystopique est déjà là aujourd'hui. Nous le voyons. Peut-être devrais-je conclure. Je dirais juste ceci. Je ne veux pas paraître pleurnichard ou timoré, mais est-ce que la reconnaissance de la Palestine comme un acte symbolique, sans reconnaître les coûts et les conséquences pour la zone de cet État reconnu qui est occupé, est le meilleur que nous puissions faire? Nommer et faire honte aux colons individuellement, est-ce le meilleur que nous puissions faire? La différenciation entre les produits des colonies est-elle suffisante? Comme si ces colonies et colons n'existaient pas uniquement parce qu'ils sont soutenus par l'infrastructure, la sécurité, les terres confisquées et l'économie de l'économie israélienne. Est-ce vraiment le meilleur que nous puissions imaginer? Je pense que c'est une question rhétorique, parce que la réponse est absolument non. Ce n'est pas le meilleur que nous puissions faire.
Donc, si le soutien européen vient avec le prix de continuer à être complice dans une situation qui ne peut pas offrir un meilleur demain pour les Palestiniens et offre seulement plus de dévastation, et je dirais, garantit également une insécurité continue pour Israël, alors détournez votre attention ailleurs. Faites de votre mieux pour neutraliser le pire de la politique. Mais jusqu'à ce que nous voyions une véritable remise en question, je ne vois pas comment l'engagement européen, malheureusement, peut être utile sur cette question. Merci. Engagement, sadly, can be helpful on this question. Thank you.